Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart du lundi au vendredi. Si vous nous suivez en direct à 17h et en replay bien sûr sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une grande question pour nos invités. Dans un instant, que se passe-t-il entre la bourse et le secteur des paiements? Toutes les grandes valeurs emblématiques du secteur des paiements en Europe sont au plus bas, à des plus bas historiques en termes de cours boursiers et de valorisation. L'exemple du jour, si vous suivez la bourse au quotidien, vous avez sans doute entendu parler du crash de Worldline depuis ce matin, qui marque d'ailleurs sans doute un événement historique sur le plan boursier. Je ne crois pas que depuis la création du CAC 1987, on ait vu une valeur perdre 60% sur une séance quand elle était composante de l'indice vedette parisien, puisque oui, Worldline, malgré la baisse de 60% aujourd'hui, fait partie du CAC 40 et des valeurs stars, ou censées être les valeurs stars de la cote parisienne. Un effondrement évidemment qui soulève beaucoup d'interrogations, mais je vous le disais, on retrouve des comportements boursiers assez similaires du côté d'Adyen aux Pays-Bas ou de Nexi en Italie. Discussion à suivre sur ces phénomènes de marché et cette crise boursière pour le secteur des paiements avec nos invités de Planète Marché. Dans un instant, vous aurez également le résumé de cette séance avec Côme Dubois d'ici quelques secondes. Du côté des résultats d'entreprise qui marquent vraiment cette semaine et qui marqueront également la semaine prochaine, nous pourrons observer le grand écart entre Microsoft et Alphabet Google. Microsoft qui s'affiche comme grand gagnant des solutions de cloud dopées à l'intelligence artificielle. La chute d'Alphabet Google après sa publication hier est lourde à l'ouverture de Wall Street. Nous suivrons les résultats de Meta ex-Facebook ce soir après la clôture des marchés américains. Et puis grosse journée encore demain avec 8 sociétés du CAC 40 qui publieront leurs chiffres d'affaires ou leurs résultats trimestriels, ainsi que la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne au moment où les taux longs repartent de l'avant, puisqu'on a franchi à nouveau le seuil des 4,90% sur le 10 ans américain après quelques jours de détente dans le sillage du niveau de l'atteinte du niveau des 5%. C'était en début de semaine. Voilà pour le programme du jour sur les marchés. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous parlerons de cybersécurité. Tiens, c'est justement un risque qui est mis en avant par Worldline dans le warning du jour. Nous parlerons du thème de la cybersécurité avec Ronnie Micheli, le président de Galilée Asset Management, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec une séance très micro, le résumé de Côme Dubois. La bourse de Paris est stoppée dans son rebond ce mercredi. Plus que les tensions macroéconomiques, ce sont les données micro qui ont influencé le marché aujourd'hui, en cette période de publication de résultats d'entreprise. Aux États-Unis, le titre Alphabet a ouvert en baisse de 9% cet après-midi à Wall Street. Si la maison mère de Google a vu ses ventes augmenter de 11% au troisième trimestre, grâce à des revenus publicitaires plus importants, le chiffre d'affaires de sa division cloud est ressorti inférieur aux attentes du marché. Au contraire, Microsoft progressait aujourd'hui d'environ 4% en début de séance aux États-Unis, poussé par une solide croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, notamment pour sa plateforme cloud nommée Azure, dopée par les solutions d'intelligence artificielle. À Paris, la séance du jour a été marquée par l'effondrement du titre Worldline, qui abandonne jusqu'à près de 60% aujourd'hui, après avoir révisé à la baisse ses objectifs financiers annuels, en raison d'une dégradation de la conjoncture économique, notamment en Allemagne, qui a pesé sur les performances au troisième trimestre. Dans sa chute, le groupe de paiement informatique entraîne ses concurrents. Le néerlandais Adyen perd jusqu'à plus de 7%. Aujourd'hui, l'italien Nexi abandonne jusqu'à plus de 13% au cours de la séance. Kering, de son côté, chute de plus de 5% aujourd'hui à Paris. Le groupe subit plus fortement que les autres le ralentissement du marché du luxe, avec un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 9%, données comparables par rapport à la même période en 2022. Demain, les investisseurs prendront connaissance des publications de résultats d'entreprises, parmi lesquelles Amazon aux États-Unis et notamment BNP Paribas, Accor ou Schneider Electric en France. Côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de la décision de la politique monétaire de la BCE, ainsi que de la première estimation de la croissance du PIB américain au troisième trimestre. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Côme Dubois dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Deburen est avec nous ce soir, directeur des investissements chez OTA Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Alain Pitous nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes senior advisor ESG et Gilles Guibou à nos côtés également ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable action européenne d'AXA IM. J'ai posé la question, j'ai pas encore de réponse ferme et définitive, mais oui, je pense que de mémoire de gérants vivants et même de gérants ayant connu la création du CAC 1987, je me tourne vers Alain Pitous. Non mais je ne crois pas qu'en une séance, une valeur du CAC 40, on a déjà vu des baisses de 60% sur le marché parisien, mais là on parle d'une valeur au sein de l'indice CAC 40. On a vu jusqu'à moins 59,69% de baisse sur le titre Worldline aujourd'hui. Donc il y a évidemment plusieurs sujets. Il y a la question de la violence du mouvement. Et puis, comme je le disais en présentation, qu'est-ce qui se passe entre la bourse et le secteur des paiements? Puisque, avant même Worldline, c'est Adyen qui s'effondre au cours du mois d'août, je crois. Nexi en Italie doit être au plus bas historique, au point qu'on parle de fonds d'investissement et de private equity qui s'intéresseraient au dossier. Et je ne remonte même pas à l'évaporation totale de Wirecard en Allemagne il y a quelques années. Alors, Gilles, sur Worldline peut-être déjà aujourd'hui. Sur la baisse la plus forte du CAC 40, il y a quelques jours, Alstom avait failli ravir le trophée. Non, mettez déjà la barre assez haute, oui, effectivement. Elle avait failli ravir le trophée à Alcatel. Ah, il y a eu Alcatel. Il y a eu Alcatel, ça doit être en 2000 ou en 2002, qui avait fait moins 38%. Donc, d'accord. Depuis Alstom, c'est donc moins 40 il y a 10 jours, 15 jours. On était moins 37. Voilà. Juste après, on a eu EuroAPI, alors qui n'est pas dans le CAC 40, qui est l'entité qui avait été séparée de Sanofi, qui nous avait fait un moins 56, moins 57. Bon, là, le trophée est repris aujourd'hui par Worldline. Bon, trêve de plaisanterie, si on peut plaisanter là-dessus. En réalité, je pense qu'avec Worldline, on combine plusieurs éléments qui traduisent sans doute un niveau de lassitude, de nervosité des investisseurs sur un secteur qui en réalité ne marche pas depuis plus de 2 ans. Si on regarde le secteur des paiements, il a commencé à sous-performer à l'été 2021. Après une première alerte de résultats, ça devait être Visa et Mastercard. Et je m'étais amusé à regarder les graphes. Et c'est à partir de cette baisse de Visa Mastercard, juillet 2021, qu'en fait ces titres-là ont abandonné leur plus haut et ont baissé constamment. Alors, à un moment donné, on pensait qu'ils étaient en danger parce qu'il y avait effectivement Adyen qui allait devenir l'unique moyen de paiement de manière un peu irrationnelle. Bon, Adyen a été rappelé par la patrouille parce qu'effectivement, même eux, à un moment donné, quand ils veulent croître en dehors du online, ils sont obligés de mettre des coûts. Et donc, ça met un peu de pression sur les marges. Et en plus de ça, on s'est aperçu que bien que leur plateforme soit unique et très récente, en fait, ils sont quand même obligés d'investir très fortement. Et donc, finalement... En tech. Pour se maintenir. Voilà. Et donc, en fait... Et quand vous dites des coûts, dès qu'on va chez les commerçants, il faut des commerciaux, des représentants, des sales qui vont sur le terrain, quoi. Et donc, en fait, ils ont fait l'avertissement du mois d'août, c'était un investissement sur les marges, parce qu'en fait, ils dépensent plus que prévu. Donc, il y a de la croissance. La transition du cash vers le digital, elle continue à s'opérer, mais on s'aperçoit qu'elle n'est pas... C'est une croissance qui peut avoir un coût. Première chose. Dans le cas de Worldline, on combine une surprise, puisque, encore une fois, il y a encore quelques semaines, il y a eu ce qu'on appelle les pré-close calls, donc l'entreprise s'entretenait avec les analystes pour faire un peu l'état, et ils n'avaient absolument pas alerté sur le fait qu'il y a un ralentissement possible de l'activité. Or, ce matin, qu'est-ce que dit l'entreprise? Ils disent il y a un ralentissement en Allemagne. Alors ça, on avait commencé à l'entendre. Merci Worldline. Non, mais je veux dire... On avait commencé à entendre qu'effectivement, en Allemagne, le comportement des particuliers, c'était de dire, pour faire attention à leurs dépenses, ils préféraient payer en cash plutôt. Oui, fait des petites enveloppes de cash pour chaque jour. Ça explique une partie. Enfin, c'est pas juste en Allemagne, c'est des comportements qu'on décrit partout en Europe aujourd'hui. La vraie surprise, c'est que, visiblement, ils mettent en avant un durcissement de la réglementation allemande, de la BaFin, notamment sur les acteurs du digital, donc sur tout ce qui est paiement online. Alors c'est sans doute suite à des réminiscences de ce qui était passé avec l'affaire Wirecard, qui fait qu'en fait l'entreprise, si elle n'est pas en mesure de fournir ce qu'on appelle un KYC, un Know Your Client, en réalité, l'entreprise a mis un terme à un certain nombre de relations digitales, et ça a entraîné une révision à la baisse
donc du nombre de clients, du chiffre d'affaires, et ce qui va avoir des répercussions sur y compris sur 2024. Parce qu'à la fin, Worldline, ça affiche quand même une croissance de 6 à 8%, une marge qui reste quand même assez importante. Donc simplement, le marché n'apprécie pas la surprise, la mauvaise communication, parce qu'elle n'a pas été du tout télégraphiée, et découvre tout d'un coup qu'il y a un changement de réglementation, et qui explique pourquoi, en fait, tout le secteur est pris dans la masse, parce qu'en fait, effectivement, si cette réglementation, qui est pour l'instant allemande, mais est-ce qu'elle va être amenée à se généraliser, donc est-ce que finalement, on pourra avoir des impacts au-delà du simple marché allemand? Quelque chose d'un peu plus structurel. Ils disent dans leur communiqué, ils ont coupé, je crois, jusqu'à 130 millions d'euros de contrats avec des commerçants online qui ne respectent pas le niveau d'exigence que Worldline doit aujourd'hui alors, du coup, quand on coupe du chiffre d'affaires sur ce type de sociétés qui sont en fait une structure de coût fixe sur laquelle on vient faire ce qu'on appelle de vie opérationnelle, quand vous enlevez du chiffre d'affaires, en réalité, le montant de chiffre d'affaires que vous enlevez, c'est le montant à peu près équivalent que vous enlevez à la rentabilité. Donc en réalité, on attendait pour l'année 750 millions de free cash flow, de cash flow disponible. Ça va tomber déjà à 500. Là-dessus, ils ajoutent 250 millions de restructuration. C'est-à-dire que là où on attendait 750 millions de cash flow disponible, on va tomber à 250. Donc le marché, de ce point de vue-là, est assez efficient. Ce matin, le titre se payait 7 milliards, donc à peu près 10% de ce qu'on appelle le free cash flow yield. Ce soir, il se paye 10% de free cash flow yield parce que la CAPI est de 2 milliards. Donc le marché, d'une certaine manière... c'est mathématique. Parce que, en ne regardant que cette mesure, c'est sans doute un peu réducteur. C'est sans doute très largement réducteur. Oui, mais vous l'avez dit, c'est un événement qui vient après déjà des mois et peut-être même des années de fatigue, de lassitude et de non-performance boursière pour ce secteur. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit dans le même temps, c'est qu'en face de ça, en miroir, on a un Dassault qui rassure sur ses perspectives. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans un marché incertain, il y a une volonté, une prime, en tout cas de s'abriter sur des dossiers qui semblent bien plus visibles. Et l'incertitude, elle se paye cash. On l'a vu sur Alstom, on l'a vu sur EuroAPI, on l'a vu ponctuellement sur Technip la semaine dernière, et on l'a vu sur Lonza plus récemment aussi en Europe. Vos commentaires sur Worldline et le secteur des paiements, effectivement, Adyen, c'était il y a 2 mois. Adyen, valeur néerlandaise, donc vous le rappeliez, Gilles, à un moment on pensait que tous les paiements du monde ou d'Europe passeraient par Adyen. Ça a valu jusqu'à 100 milliards en bourse, Adyen. Ça vaut plus que 20. Et comme Worldline, ça a été divisé par 8 depuis juin 2021. Nexi, ça a été divisé par 4. Et je pense que c'est globalement plutôt un de-rating sectoriel. Pourquoi ? Parce que l'equity story, en gros, ou l'histoire boursière de ce secteur, c'était de vendre un secteur défensif, avec de la croissance visible, avec de la consolidation, assez protégée, parce qu'effectivement, il y avait une pénétration à mener sur la pénétration du paiement digital par rapport au paiement en espèces. Et on avait une croissance qui était régulière, ou qui se situait entre, on va dire, 7-8%. Le constat, c'est que depuis quelques semestres, on arrive de façon assez poussive à tenir à peu près ces niveaux de croissance, mais on a un moteur qui commence un peu à caler du côté de la croissance. On a un marché où finalement il n'y a plus de consolidation, qui a beaucoup aidé tous ces acteurs à grossir et à maintenir des niveaux de croissance élevés. Et puis sur un secteur où il y avait soi-disant des barrières à l'entrée qui étaient défensifs, on a vu, vous l'avez évoqué, des nouveaux entrants, Adyen, digitaux, ou même des plus petits, qui sont venus prendre des parts de marché finalement sur ces business qui étaient présentés comme des monopoles régionaux. Et donc, on est arrivé finalement, et ce que dit aujourd'hui Worldline, c'est que finalement la croissance régulière de 7-8%, elle va plutôt être aux alentours de 2-3% pour plusieurs trimestres à venir, que la croissance régulière des marges, qui avait été plutôt évoquée aux alentours de 30% pour 2024, elle va plutôt décroître et atteindre le niveau de 25%. Donc finalement, on a eu, avec ces nombreuses introductions en bourse, le spin-off de Worldline, l'introduction en bourse de Nexi. Oui, spin-off d'Atos, il faut se souvenir, Worldline. Voilà, exactement. Et ça avait été plutôt assez bien marketé, parce que les fondamentaux présentés comme ça du secteur étaient plutôt bons. Sauf qu'on constate que finalement, c'est une remise en cause totale
des bons fondamentaux auxquels croyait la bourse et ne croit plus depuis quelques instants, et là c'est la sanction. Donc la question c'est de savoir où doit tomber les niveaux de valorisation du secteur. Je le dis autrement, Xavier. Et je me souviens très bien du spin-off de Worldline, effectivement, et c'était très enthousiasmant. Et déjà à l'époque, le marché, enfin, à l'époque en tout cas, le marché préférait Worldline à Atos. Aujourd'hui, les deux sont au fond du trou. Non, mais on a acheté l'histoire de FinTech, et dans FinTech, il y a Tech, et on se retrouve avec des boîtes de commodités en matière de paiement. C'est ce que le marché vous dit aujourd'hui. Effectivement, que la valeur ajoutée, finalement, qui avait été vendue sur la consolidation, sur le fait de tout regrouper, sur des plateformes digitales qui sont innovantes, qui sont à niveau, etc., on constate que la valeur ajoutée, elle est plus là, et qu'on est là pour traiter des flux d'argent, mais qu'il y a des solutions qui arrivent à côté et qu'on n'arrive plus à délivrer cette croissance visible qui était annoncée. Ouais. Alain, vos commentaires, et je veux bien qu'on dise un mot encore du risque cyber, parce que c'est en tête du communiqué de Worldline, au-delà de la croissance qui décélère en Allemagne. La montée généralisée de la cybercriminalité et des comportements frauduleux nous conduit à couper donc des contrats avec des commerçants en ligne aujourd'hui qui ne respectent pas les exigences en termes de risque auxquels nous sommes soumis, nous, entreprises de paiement. J'ai l'impression que c'est un risque qui est peut-être mal apprécié à la fois par les marchés et par les entreprises, y compris de ce secteur-là. Oui, alors l'explosion du risque cyber, elle est matérielle. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit de plus en plus du coût que ça génère. Et alors au début, ça s'attaquait pas mal à des institutions, enfin des administrations. Il y a eu pas mal d'administrations qui ont été attaquées. Et puis après, les grandes entreprises. Bien sûr, les hôpitaux, etc. On se souvient, bien sûr. Les grandes entreprises aussi sont très souvent attaquées. Et puis là, il y a une explosion. Je crois que c'est sur les PME en Allemagne, c'est 160% de progression en quelques mois du nombre d'attaques. Alors c'est des ransomware, c'est tout ce qu'on veut autour de la cybercriminalité au sens large du terme. Et ce risque n'était pas du tout dans les discussions et dans les discours des chefs d'entreprise et n'est pas non plus dans les provisions et dans les investissements à faire qui sont des investissements, passez-moi l'expression, à la con. C'est-à-dire que c'est des trucs qui ne sont pas productifs. Donc c'est le dernier truc qu'on a envie de faire. Mais, à la con, mais colossaux quand même. C'est ça. Non, mais néanmoins colossaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes fabricant de pneus et qu'on vous c'est la résilience d'aller mettre... C'est ça, exactement. Et donc on est dans cette problématique-là. Après, moi j'entends ce qui est dit sur les commentaires sur Worldline et sur le marché des paiements. C'est-à-dire qu'on était sur un secteur qui était dans la catégorie croissance, et puis gentiment on se retrouve dans quelque chose qui va être value pendant un paquet de temps. Donc forcément ça change quand même pas mal le prix en bourse. Après, ce que je trouve intéressant sur ce qui se passe sur ce segment-là et au sein de ce segment-là, c'est la discrimination qu'est capable de faire le marché. C'est-à-dire qu'en fait, ça discrimine quand même énormément. Il y a une graduation entre tous ces acteurs qui est extrêmement violente. Alors c'est d'autant plus violent qu'en ce moment, on arrive quand même à une période de l'année où on n'a pas envie de se trimballer dans les rapports de gestion avec des boîtes qui ont fait de la sous-performance. Donc ça nettoie tout de suite. Et avant, on mettait... c'est aussi ce qu'on évoquait avec le CAC 40. J'y étais, le CAC 40 à 1000, jeune homme. Donc, au démarrage, le CAC était à 1000. Le CAC 40, ça n'a jamais marché ce truc. Et bon, des boîtes qui ont perdu 80%, il y en a quand même eu un paquet, mais c'est rarement une journée. Oui. Là, c'est quand même un truc. D'où l'événement. Je me rappelle, j'ai quand même souvent en tête des 20% dans les périodes bien une sûr, journée à 9% de bien baisse, sûr. Mais les banques, etc. On a vu déjà ça. Mais 60%, ça nous place quand même à plusieurs sigmas d'écart de ce qu'on a vu. La raison aussi pour laquelle il y a ça, c'est que aujourd'hui, personne ne s'amuse à aller mettre... le marché, il n'y a pas de volume du tout. Grosso modo, une journée normale, une période normale sur l'Eurostoxx, on a 4 millions de contrats ouverts, on n'est plus qu'à 3 millions. Tout ça, ça se retrouve dans cette volatilité. Alors après, c'est ça qui était intéressant, je trouve, dans la période qu'on a connue jusqu'à la période de baisse récente. C'est tout le monde, quand vous écoutez les gérants, ils disent tous qu'il y a de la volatilité. Et en réalité, il n'y en avait pas de la volatilité matérielle. On était sur des niveaux de volatilité 14-15, alors que normalement, dans les périodes de tension, on est plutôt à 20. Mais pourquoi on avait cette impression-là ? C'est qu'on avait des volatilités sur les titres, des cartons sur les titres qui étaient dignes de ce qui se passe quand il y a 42 vols. Et c'est ça, c'est très perturbant pour les on le voit d'ailleurs, le CAC progresse là ce soir. Alors évidemment, Worldline, ça pèse rien, c'est 0,15% du CAC. Non, mais c'est 0,15% du CAC. Mais c'est vrai que quand on voit ça au sein d'un indice majeur,
on voit que derrière, des Dassault Systèmes, d'autres boîtes, tranquillement maintiennent le CAC en positif sur la séance. Ça génère un bruit autour de la volatilité qui est important. Alors après, il y a aussi un autre élément qui est la période actuelle. C'est qu'on l'a vu depuis 15 jours, 3 semaines. C'est quand vous annoncez des résultats qui sont en ligne, c'est -5. Il ne faut pas décevoir en ce moment. Il faut vraiment un discours et des réalités de chiffres très positifs pour que le titre monte. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui sur Alphabet, qui perd 10%. C'est quand même colossal sur une boîte comme ça. Oui, c'est une autre paire de manches que Worldline, Alphabet. Oui, c'est ça. En euros, sonnant et trébuchant, c'est autre chose. Et ça aussi. Pourquoi des mouvements aussi violents comme ça sur des titres? Alors vous dites, ça va de Worldline qui pèse 2 milliards à Alphabet qui en pèse plusieurs centaines. Oui. Pourquoi des mouvements aussi violents? Je crois que en termes de... Alors, après, en termes de construction de portefeuille, dans beaucoup de maisons aujourd'hui, et je le vois avec tous les gens avec qui je discute, tous les gérants avec qui je discute, mettent en place des systèmes de maîtrise de volatilité, maîtrise de risque sur la construction de leur portefeuille. Et ça coupe, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des coupes-circuits. On se dit, et je pense que sur Worldline, on n'attend plus, quoi. C'est très on coupe tout de suite. Oui, c'est ça. Et alors, on a eu aussi cette discussion pour des alertes ESG, c'est-à-dire que sur les controverses. Moi, j'ai beaucoup discuté sur les controverses, et effectivement, la première réaction des gérants aujourd'hui, c'est la controverse. Je cherche même pas à comprendre qui a raison, qui a tort. C'est je coupe minimum 50% de la position. C'est ça, parce qu'en fait, le calcul, il a été fait. C'est de la Générale qui avait fait ça il y a 2-3 ans en disant le titre est parti pour 2 ans de sous-performance. Et en fait, quand il y a un profit warning, c'est grosso modo la même chose. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une contre-performance annoncée de 2 ans, autant la liquider, c'est pas la peine de rester sur le titre. Donc voilà, c'est des méthodes de gestion classiques maintenant, en fait. Je veux bien qu'on revienne quand même juste sur le paiement, mais on parlera de la violence des réactions. Mais il y a eu cette rumeur d'intérêt de CVC, fonds de private equity, sur Nexi en Italie. Typiquement, c'est des sociétés qui vont pouvoir intéresser... Alors, qu'elles n'intéressent plus la bourse, ça je peux le comprendre. Mais est-ce que c'est des boîtes qui vont intéresser d'autres types d'acteurs dans le monde de l'investissement? Alors, j'ai plus le nom en tête, il m'échappe à l'instant, mais la dernière transaction date d'il y a quelques mois, et ça s'est fait sur des multiples de valorisation qui étaient de l'ordre de 12 fois. Dans le secteur des paiements. Dans le secteur des paiements. Et donc, c'est des multiples qui sont aujourd'hui 3 fois ceux qu'on observe sur les boîtes cotées, là. D'accord. Donc, oui. Est-ce que ça a du sens? Oui, très certainement, parce que, encore une fois, c'est une plateforme de paiement. Alors, il y a de l'intégration à faire, parce qu'il faut il faut remplacer les systèmes pour en avoir un seul, mais c'est une infrastructure de coût fixe sur laquelle on va traiter des volumes. Donc, il y a très clairement un énorme avantage à la taille. Donc, aujourd'hui, c'est une industrie qui a intérêt à se consolider. Et quand on regarde cette industrie, le point d'arrivée on pouvait imaginer en Europe, c'est d'avoir une plateforme de paiement européenne qui soit la combinaison de Worldline et Nexi. Un Airbus des paiements? Il y a quand même des enjeux de souveraineté derrière. Donc, effectivement, c'est pas complètement aberrant. Donc aujourd'hui, il y a des entités de paiement au sein des banques. Et en fait, quand on parle du paiement, on fait un amalgame. Parce qu'en fait, dans le paiement, il y a plusieurs activités. Bien sûr. Et toutes n'ont pas le même niveau de marge. Et vous avez la partie la plus margée, mais la plus risquée, qui est celle, ce qu'on appelle l'acquiring, qui est celle d'aller prendre le risque chez le commerçant, qui fait que quand vous allez payer, le commerçant, la banque va vous reconnaître et elle va accepter de faire la transaction. Et ça, il y a quand même un risque de crédit. Et donc ça c'est une opération qui est plus margée. Et après, il y a l'opération juste de transaction, c'est de dire j'ai eu l'autorisation de la banque, et ça, c'est du traitement de données, c'est quasiment de l'autoroute. Et ça, c'est une opération qui est beaucoup plus sûre, mais qui est beaucoup moins margée. Et donc en fait, et donc là-dessus, il peut y avoir à un moment donné des consolidations sur différents segments de marché, sur différents segments, je comprends, du paiement. Et cette partie-là, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir plusieurs autoroutes. Je comprends. Parce que, encore une fois, mais cette partie autoroute, c'est très clair. Elle est déflationniste. Parce qu'en fait, plus vous avez de volume, donc on retrouve le business traditionnel de Atos. Et on comprend pourquoi Worldline vient de là. Parce qu'en fait, il était dans ce métier-là historiquement. C'était le métier d'Atos de faire de la transaction. Donc c'est quand même un métier qui est relativement compliqué, qui s'est complexifié, et sur lequel il y a sans doute de l'intérêt à faire de la consolidation. Alors, est-ce qu'on va le faire maintenant, alors qu'on a des taux d'intérêt qui ne sont pas stabilisés? C'est toute la question. Je pense que pour voir des transactions, il faudrait qu'on ait la certitude, ou la conviction en tout cas, qu'effectivement on a fait le point haut sur les taux, parce qu'aujourd'hui,
une opération, sauf si c'est une opération de fusion par échange d'actions, ça veut dire qu'éventuellement, il faut prendre de la dette avec le coût actuel de la dette. Donc ça peut faire réfléchir un tout petit peu. Ouais. Sur le risque cyber, c'est dans les discussions que vous avez, je vous pose la question aussi après, Xavier, mais dans les discussions, les meetings avec les managements, les entreprises, c'est un risque qui monte. Est-ce qu'il est pris au même niveau que le risque climatique aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau des COMEX, des conseils d'administration, c'est très clairement ou est-ce que c'est encore le directeur des services informatiques qui s'en occupe tout seul dans son coin? C'est très clairement un risque qui est évoqué. C'est un risque aujourd'hui qui est évoqué dans les boards. Aujourd'hui, il y a quelques acteurs qui sont... et d'ailleurs, c'est bien pour ça que Atos aiguise encore les appétits, parce qu'il y a cette division cyber. Donc, c'est un risque aujourd'hui qui est réel. Là, la vraie surprise, si je peux dire, c'est que c'est un risque qui était latent, dont on parlait. Il commence à être chiffré. Mais que là, on commence à le chiffrer. Oui, on met des chiffres dessus. Et que 130 millions d'euros de contrat. Et que là, voilà. Mais qu'en réalité, et c'est ça qui explique pourquoi on baisse de 60%, c'est qu'en réalité, on a ouvert la boîte. C'est peut-être que le début. Mais c'est peut-être que le début. Et en fait, aujourd'hui, le marché, ce qu'il veut vraiment, entre guillemets, éviter, c'est l'incertitude. On ne sait pas chiffrer, on s'en va. Qu'est-ce qu'on retient des premières publications de résultats en général, Xavier, au-delà du crash de Worldline aujourd'hui? Quels sont les secteurs clés que vous surveillez, qui peuvent apporter des enseignements un peu génériques même pour l'ensemble du marché aujourd'hui là? Ce qu'on constate sur les publications en Europe, alors je ne vais pas les derniers chiffres consolidés parce qu'il y a pas mal de publications. Oui, on est en plein dedans. Là. Mais globalement, c'est un peu en dessous des attentes. C'est en gros moins 3% en dessous des attentes. Si on enlève les financières qui ont plutôt bien publié, on est plutôt aux alentours de moins 5% par rapport aux attentes. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu le ratio entre les déceptions, c'est-à-dire des publications qui sont en dessous des attentes, et les bonnes surprises, c'est-à-dire des publications qui sont au-dessus. Et on a un ratio où on a quasiment 30% des sociétés qui ont déjà publié, qui ont déçu, qui ont publié en dessous de ce que le marché attendait, et simplement 19% au-dessus. Et ça faisait très longtemps, je crois que c'est depuis 2015 qu'on n'avait pas vu un ratio inversé comme cela. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous aviez dit, c'est les réactions qui sont effectivement très fortes, mais à la hausse comme à la baisse. Parce qu'effectivement, on peut avoir des titres qui baissent de 40 ou 60%, on l'a vu. Mais Dassault Systèmes qui prend 7%, c'est quand même très gros. Et il faut pas mal de gens pour bouger ça, bien sûr. Si on regarde maintenant qui dit publication dit bénéfices par action. Les attentes des bénéfices par action pour l'année 2023, c'est en gros 1%. En Europe En Europe, ouais. Donc c'est quasiment fait. C'est plus élevé l'année prochaine, c'est aux alentours de 7%. Et aux États-Unis, c'est environ 5%. Alors on a un différentiel de valorisation aussi, puisque la valorisation du marché européen est en dessous des 12 fois, quand on est quasiment à 18 fois aux États-Unis. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que je pense que on attendait finalement, depuis un certain nombre de trimestres, le mauvais trimestre, où on va avoir un reset, où on va remettre finalement les choses à plat en termes de normalisation de croissance, de normalisation des marges. Finalement, ça faisait un certain nombre de trimestres qu'on l'attendait et que ça ne venait pas. Donc là, on arrive... Alors, cette fois, c'est le bon. Dans un environnement qui est compliqué au niveau des taux, qui est compliqué au niveau de la macro, mais on est en train d'effacer les sujets. Ouais. C'est toujours compliqué encore de pouvoir lire les résultats des entreprises avec des niveaux d'inflation qui étaient encore un peu élevés, avec des taux qui étaient... Donc là, je pense que c'est l'occasion aussi de mettre pas mal de choses, à plat. C'est le grand message d'un LVMH quand il nous dit ça a été les années folles pendant 3 ans, on avait des croissances organiques à 2 chiffres, parfois jusqu'à 20%. Là, on revient. Alors c'est high single digit, c'est du 9% de croissance organique. C'est ce qu'on a tous connu dans le monde d'avant. Et c'est la normalité d'un groupe comme LVMH aujourd'hui. Et c'est très bien. On normalise les croissances, on normalise les taux. Les taux à zéro, c'était normal, on normalise les taux, on normalise aussi un niveau d'inflation, donc on revient et c'est la période de flottement où finalement on voit pas très bien où on en est aujourd'hui, mais il faut se rendre compte que les 50 points de base, les derniers qu'on a pris sur la hausse des taux long US de 4,5 à 5%, c'est celle qui a fait le plus mal au marché. Alors qu'on est passé de quasiment de 1,5 à 4,5. Donc c'est vraiment ce bout-là qui fait peur, parce qu'il mais il faut
Remettre les choses à plat, se concentrer encore une fois, et c'est ce qu'on disait la dernière fois, sur des valeurs qui ont un très bon positionnement et sur les valeurs qui exécutent très bien. On parlait de Dassault Systèmes, c'est encore une très bonne exécution, c'est un produit à très forte valeur ajoutée, il y a du pricing power, c'est indispensable pour les métiers auxquels il s'adresse. Et donc il faut se concentrer sur ces sociétés-là, d'autant que c'est des valorisations plus raisonnables aujourd'hui, qui ont plutôt baissé de 15 à 20% sur certaines sociétés de très bonne qualité. Donc même dans un monde de taux élevés, vous dites qu'il y a des valeurs boursières, parce que c'est la question que je vais poser juste après. Action versus taux, quoi. C'est un peu le match macro du moment en termes de classe d'actifs, j'entends. Mais on trouve quand même des valeurs boursières qui sont capables de performer dans un monde de taux élevés ou normalisés. Bien sûr, c'est les valeurs de qualité, de croissance et d'exécution. Qui ont cette capacité à maintenir leur marge, qui ont cette capacité à gagner des parts de marché. Et puis il y a d'autres secteurs aussi qui sont normalement défensifs, comme le secteur des spiritueux qui a beaucoup souffert et beaucoup baissé. Ça fait des points d'entrée qui sont très intéressants pour construire un portefeuille à moyen long terme sur des sociétés de qualité avec un risque limité. Je ne vous parle pas d'essayer de prendre un pari sur Worldline. C'est des sociétés qui exécutent parfaitement leur copie depuis des années et qui seront encore là dans 10 ans. Il y a eu une belle réaction sur Pernod d'ailleurs le jour de la publication. Je crois que ça a plutôt bien réagi, mais c'est des titres qui ont passablement souffert. D'un point de vue d'allocation d'actifs, oui, action versus taux. Alain. Alors, il y a match ou pas? Oui. Alors oui, plutôt, parce qu'en fait, je dirais que c'est encore une fois une question d'horizon et de risque, etc. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus, mais je pense que on en est. Et ce qui se passe sur les résultats aussi, je trouve que c'est un moment charnière qu'en fait. Parce que soit on casse vraiment ces niveaux-là. Enfin, faut être clair, c'est le point clé, c'est les 5% américains. Si il n'y a pas si longtemps que ça, Diamond disait on n'est pas prêt pour un monde à 7%. Ce qui est vrai, c'est que si on va à 7%, effectivement, le dernier il a fait très mal, là, le 4,5-5 il fait très mal, parce qu'en même temps, il y a une réduction du bilan des banques centrales, ce qui fait très mal, ce qui fait 2 fois mal, en fait. Donc si on avait ce décalage, si on continuait à avoir, et dans le discours de Powell, il y a quand même ce risque inflationniste qui est toujours là. Donc, la Banque d'Australie ce matin nous dit que l'inflation est trop chaude et qu'il y a peut-être encore une hausse de taux. La Banque du Canada nous dit qu'elle n'est pas du tout confiante sur le retour de l'inflation à 2%. Donc ça milite pas pour un match quel qu'il soit, parce qu'en fait, ça veut dire que... On peut encore perdre des deux côtés. On peut perdre des deux côtés, oui. C'est-à-dire que si les taux passent de 5 à 7, avec des spreads qui s'écartent, parce que pour le moment, les spreads... donc moins vous avez de qualité, et là, aujourd'hui, c'est resté à peu près... il n'y a pas eu ce décalage de spread à la hauteur du mouvement. Vous l'évoquiez ce matin dans un tweet que j'ai vu sur les marchés émergents, où on se retrouve avec une dette émergente qui se paye au prix de la dette américaine. Donc, tout ça, c'est pas encore recalé. Donc, il n'y a plus d'extra rendement pour la dette émergente par rapport à la dette américaine aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le match, je pense qu'il faut faire attention à ce match-là. Par contre, et moi, je rejoins ce qui vient d'être dit sur le long terme. Moi, je pense que sur le long terme, il faut repenser son positionnement equity, ça c'est probable. Pour la raison, je vais en revenir 2 secondes après, il faut repenser son positionnement equity parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les actions avec des performances qui seront largement au-delà de ce qui va se passer sur les obliques, parce que les obliques, 2 choses l'une, c'est on va rester sur un plateau comme ça pendant un moment, parce que je ne vois pas les tours baisser tout de suite, même ne serait-ce qu'à 3, ça paraît très 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 loin, donc pas tout de suite, ou alors avec d'autres problématiques que je ne vois pas aujourd'hui. Oui, dans le cas d'un accident, quoi. Oui, ça, là-dessus... Oui, non, mais on va pas s'amuser à spéculer sur les accidents possibles. Non, mais bien sûr. On ne peut pas construire un portefeuille là-dessus. Et par contre, le côté equity, il y a quelque chose à faire. Parce que, et c'est le message, moi je trouve qu'on voit le marché en ce moment avec ces discriminations, c'est que le marché reprend son rôle. C'est-à-dire qu'on a connu une telle période de momentum où en fait il y avait des cycles de 1 an ou 2 sur des secteurs, etc. Et tous les secteurs, toutes les valeurs d'un secteur montaient. Là, on se retrouve avec, il y a des différences entre LVMH et Kering, il y a des différences dans les 7 mercenaires de la tech américaine. Magnifique. Il y a des choses... Il y a des différences parce que les business sont différents, parce que il y en a qui sont sur des vraies thématiques de croissance bien gérées. Moi, je crois que ce qui se passe sur Microsoft, il faut vraiment le regarder. C'est très intéressant ce qui se passe sur Microsoft. On parle souvent de la productivité. Eux, ils inventent la productivité au sein de la boîte. C'est quand même un truc qui est génial, quoi. Et ils ont leur clientèle. Je crois que sur les 500 plus grosses valeurs américaines, ils ont 70% dans leur clientèle, quelque chose comme ça, quoi. Donc, ces gens-là exécutent soit un business qui
qui se développent ont pris un train d'avance sur l'IA générative, etc. Donc voilà, et je pense que le marché va rediscriminer comme il n'a pas discriminé depuis un moment. Alors je ne suis pas en train de vous faire l'article sur la gestion active versus passive, c'est pas la question. Non, parce que c'est trop compliqué. Mais il y a des thématiques qui vont et des valeurs qui vont être plus performantes que d'autres. Si, il y a quand même toujours cette même histoire de plusieurs marchés. Alors là, j'ai mis les chiffres à jour, mais je sais que vous aimez bien ces histoires de concentration aussi, Gilles. Donc, il y a les actions américaines et le reste du monde. Et au sein des marchés américains, il y a les 7 magnifiques, ou le top 10 ou le top 50. Et puis après, il y a les 1500 valeurs du Russell 2000 qui font rien, qui sont à la cave et dont plus personne ne veut. Juste, actions US, c'est 61% du MSCI All Country World Index, donc plusieurs milliers de valeurs dans le MSCI Monde. Nouveau record, c'était 50% il y a 10 ans, l'emprise des valeurs américaines au sein du MSCI Monde. Les 10 plus grosses market cap, c'est 19% de l'indice contre 8% il y a 10 ans. Et en matière de valorisation, les actions non américaines se traitent avec une décote de valorisation de 30%. Donc le reste du monde se traite avec une décote de valorisation de 30% par rapport au S&P 500. À part les actions américaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit on pensait qu'on était sorti du 50 Nifty dont on parlait il y a quelques temps, et en fait on s'aperçoit qu'on l'a recréé. Donc aujourd'hui, et ces sociétés-là sont pas... Rappelez-nous, 50 Nifty, c'était les valeurs que tout gérant de portefeuille dans les années 70 se devait d'avoir, parce que c'était incontournable et on était sûr de ne pas perdre. À un moment donné, elles avaient accumulé une telle prime de valorisation, c'est que malgré des résultats qu'on continue à accroître sur la deuxième partie des années 70, en réalité, on a des sociétés qui ont sous-performé sur toute la deuxième partie des années 70. À l'époque, c'était IBM, c'était Polaroid, c'était Kodak, c'est des choses comme ça. Mais donc, ces phénomènes de concentration, ils ont pu exister. Aujourd'hui, ils sont en plus, je pense, amplifiés par l'évolution des modes de gestion avec les ETF, voilà. Moi, j'aurais tendance à pas vouloir complètement repousser ça de la main, parce que je pense que dans ces valeurs-là, il y a quand même des modèles où, avec en plus la technologie, on a des modèles avec des leviers opérationnels très forts, ou avec des rendements marginaux croissants, ce qui est quand même assez hallucinant, et ça, on ne l'avait pas avant. Mais ce qui me fait penser aussi que, et ça c'était une marotte dont on parlait il y a quelques temps, on n'en parlait plus, et ça revient, c'est que on a le risque de réglementation qui est en train de revenir. On le voit sur Amazon ces jours-ci. Et Google aussi. Ou Google. Google, c'est un procès historique qui se joue en ce moment aux États-Unis. Oui, c'est ça, c'est Google. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on a quand même ces risques-là. Et quand les sociétés deviennent trop puissantes, je pense que la question va se reposer. Donc maintenant, voilà, c'est une réalité. Il ne faut pas l'ignorer. Mais ça veut dire qu'il y a 90% du marché... Et dans lequel on peut faire des choses. Choses. Après, on en revient. Impossible de se dire qu'il n'y a pas des bonnes affaires dans le 90% du marché qui est à la cave. Après, ce qui est terrible, c'est que les gérants et un certain nombre de clients, en fait, aujourd'hui, le débat en fait entre gestion active et gestion passive, c'est un débat sur l'horizon d'investissement. C'est est-ce que je suis là pour gagner de l'argent à 3-5 ans, et auquel cas je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est de dire effectivement il faut acheter Dassault, LVMH, ces sociétés de qualité qui savent exécuter. Si c'est ça le discours pour 3-5 ans ou 5-10 ans, sans problème. Si le sujet c'est est-ce que ça a performé à 1 an, malheureusement, c'est pas sûr, parce que si effectivement les taux vont à 6, c'est des sociétés qui présentent encore une prime par rapport à leur moyenne historique et qui réagissent au taux. Donc la question de l'horizon d'investissement, elle est fondamentale. Et on ne peut pas s'en extraire. Une fois qu'on a dit ça, si on regarde à plus court terme et on se dit arbitrage, taux action, je pense que, encore une fois, si c'est pour faire ce qu'on appelle du buy and hold, les taux aujourd'hui à 5%, ça peut avoir le coup d'avoir du 5%. Oui, buy and hold, en buy and hold, effectivement, mais ça veut dire... Ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas vouloir traiter. Il se dit, voilà, j'ai 5% garantie. Et c'est ce qu'on voit se développer. On voit un certain nombre de fonds à maturité qui se développent. C'est exactement l'idée. Et je pense que ça, c'est très bien. Sur les actions, on a des choses qui peuvent être un peu similaires. Je pense, on a déjà parlé des actions qui sont des actifs régulés. Je pense au réseau, notamment, où là, on a de la croissance des bases d'actifs qui sont liées à des investissements qui peuvent être faits. On a besoin de reconstruire. Il y avait encore un article dans les Échos cette semaine. Le montant qu'on doit dépenser aujourd'hui dans les réseaux électriques, c'est autant que ce qui a été fait depuis la création des réseaux électriques.
ces investissements ne seront faits. 1 euro dans l'énergie renouvelable, c'est 1 euro dans le réseau. Il faut mettre 1 euro dans le réseau Ces à côté. investissements ne seront faits que s'ils ont un retour sur investissement garanti. Alors là, il faut être un peu prudent parce que suivant les réglementations auxquelles vous êtes exposés, il peut y avoir des différences. De façon surprenante ou pas, la réglementation italienne est aujourd'hui très favorable, à la différence de la réglementation espagnole. Et la réglementation allemande est en train de se dessiner ces jours-ci. Elle était généralement un peu moins favorable. Et donc, je pense que ces actifs-là peuvent être intéressants. Après, l'actif, moi, qui me semble intéressant parce qu'on vient de passer une période de normalisation, c'est la pharmacie qui a fortement dirété, qui retrouve des niveaux de valorisation qui sont proches de ceux du marché, alors que historiquement, c'est plutôt défensif. Et en fait, la pharmacie a payé cette extra-croissance qui a été liée au Covid. On est en train de sortir de cette période-là, on est en train de normaliser la croissance et on a des niveaux de valorisation qui redeviennent intéressants. Donc nous, aujourd'hui, c'est des choses qu'on va regarder. Mais comme je vous le disais précédemment, à court terme dans les actions, on va essayer de trouver ces sociétés, pas forcément de croissance à prix raisonnable, parce que de croissance à prix raisonnable, ou en tout cas de visibilité à prix raisonnable. Au-delà des grandes, des belles valeurs, il y a aussi tout l'univers des petites et moyennes capitalisations boursières. Bon, on le raconte ici en permanence, donc je ne veux pas mettre plus d'emphase qu'il n'en faut sur le sujet, mais c'est quand même un gouffre. Enfin, j'ai repris l'indice CAC Small, qui était déjà déserté depuis des années. Depuis fin août, le plongeon est vertigineux encore. Il y a encore 130 millions de sorties au mois de septembre sur les fonds petites capitalisations françaises. Tous ceux qui voulaient sortir ne sont pas encore sortis. On est quasiment à 1 milliard de sorties sur l'année, depuis le début de l'année 2023. Très récemment, ce qu'on a vu sur l'accélération de la baisse, c'est qu'il y a eu des clôtures de fonds. C'est-à-dire que plus les encours baissent, il y a un moment où certaines sociétés ont décidé de fermer leurs fonds. Il y a eu aussi quelques mouvements de gérants qui sont partis d'une société à une autre et la société a décidé de fermer la stratégie. Donc ça évidemment... Ça s'appelle une capitulation, Xavier. Les niveaux de valorisation aujourd'hui, on est à moins de 11 fois les bénéfices par action. S'il n'y a plus de fonds small cap et si les CGP, dans les allocs, il n'y a plus un pet de small cap chez les CGP, j'imagine. Il en reste encore, puisque ça se forme. Mais je suis d'accord, mais plus. Alors, c'est l'éternel débat où effectivement, c'est un secteur qui s'est toujours payé une prime par rapport à l'article. Oui, on a déjà tout dit dessus. En décote, mais. Il y a des choses aujourd'hui, des petites sociétés qui ont des très bons business, qui génèrent du cash, qui ne sont pas endettés, qui ont des niveaux de de retour sur capital employé qui sont élevés. Donc il y a aussi des affaires à faire. Mais c'est au-delà de on ne peut pas lutter contre les flux. Non, bien sûr. C'est impossible. En plus, dans un marché, ça a été parfaitement rappelé, où le volume est quand même faible, donc encore plus sur ces valeurs-là. Je dirais plus structurellement, on constate une surperformance de la value aujourd'hui. En Europe. En Europe, depuis aux États-Unis, c'est l'inverse. Depuis le début de l'année 2021, c'est à 30% de croissance quand les valeurs croissance ont fait 2 fois moins. Et là, on est plutôt dans un environnement qui est favorable dans ce sens-là, où on a une valorisation qui est quasiment à son plus bas historique, et on a des attentes sur les bénéfices par action qui sont très faible. D'accord. Ça veut dire aussi que déception sur les valeurs de croissance, et je pense que Worldline en est le parfait exemple, c'est que la sanction, c'est radical. Là, sur le secteur value, et où on retrouve l'énergie, on retrouve l'automobile, on retrouve les banques, on a des niveaux d'attente de bénéfices par action qui sont assez limités avec une valorisation faible. Donc ça veut dire que le risque-reward, entre guillemets, ou le rendement risque est assez limité et intéressant. Je ne serais pas surpris qu'on voit arriver à nouveau des fonds sur les small caps, qui soient des fonds fermés. Parce qu'en réalité, c'est le propre de la gestion active, ça doit être le temps. Et vouloir comparer la gestion passive et la gestion active, en fait, il faut imposer un horizon de temps. Alors c'est ça. En fait, le débat, il est. J'entendais tout à l'heure, c'était presque ça sur les infrastructures. En fait, c'est-à-dire que, en fait, le débat, il n'est pas gestion active versus gestion passive, il est gestion passive versus private equity, fonds fermés, fonds d'infrastructure, où on se donne le temps qu'il faut et où on n'a pas besoin de communiquer toutes les semaines sur les pertes, sur les retours sur investissement, etc. Et d'ailleurs, Moneta a lancé un fonds fermé. Un fonds fermé qui, je trouve, a du sens. C'est-à-dire qu'on achète le gérant et on lui dit... C'est le deuxième. C'est le deuxième, Oui, ils avaient déjà un fonds. Et je trouve c'est intéressant comme démarche, parce que moi, j'ai en tête des périodes où les clients, ils investissent le vendredi, on investit réellement le mardi, et le mercredi, le
fonds il fait 0,50 alors que le CAC a fait 2,5, ils comprennent pas quoi. Ouais. Donc ça, on peut pas être en compétition en gestion active avec ce genre de truc. Ce qu'il faut, c'est se donner effectivement du temps, être sur des thématiques autour de ça, peut-être, c'est-à-dire de dire voilà, je suis dans le monde des paiements et je pense que le private equity sur sur ce genre d'investissement va arriver. D'autant qu'on a toujours une décote de liquidité aujourd'hui, même si les valos du monde privé s'ajustent au fur et à mesure. C'est difficile d'avoir des chiffres globaux, mais il y a toujours une décote pour les marchés cotés boursiers, ce qui historiquement est quand même le monde à l'envers, quoi. Du reste, c'est ce qu'on avait vu en 2009. Quand le marché était parti et s'était complètement désagrégé, on avait vu fleurir les fonds fermés. Ouais. Et ce qui fait beaucoup de sens pour les plus petites capitalisations, parce que le sujet, c'est de gérer son passif et de la liquidité. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alain Pitous, Senior Advisor ESG, Xavier de Buren, directeur des investissements chez OTA Capital, et Gilles Guibout, responsable des actions européennes d'AXA IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et le thème ce soir, c'est celui de la cybersécurité. Un thème que nous allons passer au crible de l'analyse de Galilée Asset Management et son président qui est à nos côtés, Ronnie Michali. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégory. Ravi de vous retrouver pour cet exercice et cette analyse que vous nous apportez régulièrement grâce aux outils d'analyse développés en propre chez Galilée Asset Management. C'est le codex des thématiques. C'est ça, pour redonner le copyright. Le thème de la cybersécurité, c'est une des 25 grandes thématiques que vous analysez à travers ces modèles aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait il y a quelques années encore la sécurité informatique. Maintenant, on appelle ça la cybersécurité, Ronnie. Absolument. Alors juste pour vous donner une statistique quand même qui m'a vraiment marqué, c'est que selon le World Economic Forum, la cybercriminalité coûte 6 000 milliards de dollars à l'économie mondiale. Donc c'est plus que le trafic de drogue, c'est plus que le PIB de la troisième économie mondiale. C'est vraiment quelque chose qui vient paralyser l'activité des entreprises qui sont attaquées. Ça peut durer des jours, ça peut durer des semaines, des mois. En tout cas, c'est des pertes de chiffre d'affaires colossales et ça devient vraiment clairement l'une des thématiques les plus en vue et les plus importantes que l'on a à traiter dans le monde d'aujourd'hui. Ouais. Donc ça, montée générale de la cybercriminalité partout dans le monde. Absolument. Alors, c'est déjà une bonne base de départ pour une thématique. Absolument. C'était pour vous donner l'ampleur du problème à traiter. Bien sûr. Donc chez nous, une thématique, il faut qu'elle soit bien sûr portée par des méga-tendances, mais surtout, il faut qu'elle soit structurelle, internationale et transversale. C'est vraiment les trois critères fondamentaux. Alors là, on est sur une thématique jeune. La prise de conscience, elle a été tardive. Elle a été, disons, catalysée récemment par l'importance du télétravail pour les entreprises et pour les États. Ouais. Elle a été catalysée par les guerres, puis les hackings des différents, par exemple les hôpitaux en France, mais aussi les différentes élections où on a essayé, les pirates ont essayé d'influencer les élections. Donc c'est vrai que maintenant on a une prise de conscience au niveau mondial et le télétravail a été, je pense, depuis le Covid, un accélérateur de cette sécurité informatique. C'est pas tout de mettre les gens en télétravail, il faut leur donner un cloud sécurisé, VPN sécurisé, accès sécurisé, il faut protéger les données, les installations, il faut protéger les salariés. Et donc, bien sûr, on a une explosion du nombre de VPN, de cloud sécurisés, etc. Et aussi, en parallèle, on a un essor des plateformes de e-commerce, on a un essor des plateformes d'Internet des objets, de l'Internet des objets dans notre vie au quotidien, et de l'IA. Et donc tout ça, c'est consommateur de données et donc consommateur de cybersécurité pour protéger ces données. Donc voilà, juste pour expliquer un petit peu les deux techniques par les pirates informatiques qui sont le plus utilisées, c'est le phishing, pour leurrer finalement l'internaute et lui soutirer des données, ou le ransomware
qui vise finalement à prendre en otage. On bloque tout et on voilà, demande une rançon, c'est les ça? données et on demande une rançon. Je ne sais pas si vous suivez les aventures d'Arsène Lupin ou peut-être vous regardez les... Non, j'ai pas attaqué la série, Voilà, mais j'ai série quelques souvenirs de ce qui, des aventures d'Arsène Eh Lupin. ben, c'est exactement ça. Peut-être pour expliquer pour les gens qui ne connaissent pas, c'est exactement ça, version 2.0. C'est-à-dire, on peut remplacer finalement le pied de biche et la pince Monseigneur par le phishing et le ransomware. Et donc, l'idée, c'est vraiment le jeu du gendarme et du voleur, version 2.0. Et puis, je pense qu'on est tous confrontés à ça, au moins à travers nos boîtes mail personnelles. Et c'est une partie, il y a évidemment des attaques beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus pointues, j'allais dire, mais ne serait-ce qu'à travers nos exemples personnels, les leurs sont de mieux en mieux faits. C'est-à-dire que même avec la meilleure volonté du monde, ça devient difficile de faire la différence effectivement entre le mail d'une institution officielle, etc., et sa copie ou son leurre envoyé par des hackers et des pirates. Tout à fait. Alors vous connaissiez, Grégoire, les boîtes de cybersécurité, surtout pour leurs antivirus et leurs pare-feu, j'imagine. Maintenant, on parle beaucoup de cryptage de données, on parle beaucoup de signatures numériques, et on parle surtout, et c'est ça qui catalyse beaucoup le chiffre d'affaires des entreprises de cybersécurité en ce moment, de l'authentification à 2 facteurs. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles... L'avancée, effectivement, en matière de technologie. Bon, thème global, structurel, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'analyse des performances boursières que vous faites du secteur? Qu'est-ce qu'on peut dire du secteur du point de vue chiffré, Ronnie? Alors, cette thématique, donc cybersécurité, en bourse, elle a été très très bonne ces dernières années. Je vous ai ramené les statistiques exactes, puisque avec nos indicateurs thématiques, les ITG, on peut donner un prix aux thématiques. Et donc en 2020, on fait plus 44%, 2021 plus 15%, 2022 c'est l'année évidemment où toute la... Voilà, le secteur de la tech qui compose... C'est le retour de bâton des 2 années précédentes. C'est ça, voilà. Le secteur de la tech qui compose une grosse partie de la thématique cybersécurité baisse, donc moins 28, et year to date quand même plus 16. Donc globalement, pas une année négative, sauf bien sûr 2022, depuis 2017 quand même. En termes de PER, je vous ai ramené un graphique. On est revenu presque sur les niveaux de mars 2020 en termes de cherté. Donc, ça devient de plus en plus attractif, malgré les performances qui sont relativement bonnes que je vous ai énoncées. Mais surtout, si on se place vers mars 2021, vous voyez ici, il y a eu un premier pic. On était à 55. On n'est plus qu'à 28 fois les profits. Et donc, c'est vrai qu'en termes de cherté, la thématique est redevenue plus attractive. En termes de volatilité, on est à 25 versus le MSCI World qui est à peu près à 14. Donc, on est plus risqué en général que le MSCI World. Donc, quand vous constituez votre portefeuille, bien sûr, ça fait partie des choses que vous mettez dans la location où il faut avoir le cœur bien accroché. C'est pas la plus volatile. Il y a bien il y a le cloud, il y a l'IA, qui sont bien plus volatiles. C'est bien sûr très corrélé à la croissance, je vous apprends rien. Et ce qu'on peut dire, c'est que chez Galilée Asset Management, on regarde la taille du marché toujours pour savoir si la thématique est structurelle. Et on attend une croissance de 12% par an jusqu'en 2030 sur ce marché de la cybersécurité. D'accord. Voilà. Donc vraiment, voilà, en termes de chiffres, on est globalement sur des chiffres qui sont assez bons, assez attractifs. Quels sont les points forts principaux, on en a déjà évoqué pas mal, et les points de faiblesse majeurs, potentiels de cette thématique? Alors, les points forts, de manière totalement directe, on va pouvoir maintenant ajouter le fait que l'intégration au budget de défense des États est vraiment entamée. C'est-à-dire que dans les programmes pluriannuels, que ce soit de l'Union européenne, des États-Unis ou des États seuls, ils vont maintenant ajouter un budget
défense, cybersécurité. Donc voilà, je disais que les hackers étaient devenus une arme dans les différentes guerres. On a eu une pluie d'attaques de cybersécurité en Ukraine. Le ministère de la Défense ukrainien nous indiquait qu'en 2022 seulement, ils avaient repoussé 4500 attaques informatiques venant des cyberhackers russes. En Israël également. Alors Israël est bien positionné pour se défendre puisque c'est un des leaders de la cybersécurité. Il y a 40% des investissements privés qui vont quand même vers les entreprises israéliennes. Donc dans les fonds, j'en parlerai après, mais on retrouve beaucoup de boîtes évidemment américaines et puis Israël est le deuxième pays en termes de représentation de boîtes. Mais quand même, récemment, dans le conflit israélo-palestinien, on a le site du Jérusalem Post, donc principal média israélien, qui a été piraté. On a même l'application qui prévient les citoyens des roquettes. Qui a été piratée. Donc, effectivement, on a vraiment dans ces conflits une hausse des cyberattaques. Donc, voilà, budget de la défense, ça c'est vraiment premier point fort. Deuxième point fort, j'avais dit, mais je vais peut-être un petit peu préciser, les entreprises qui ont vraiment pris conscience, c'est des investissements qu'ils ont faits, sur lesquels ils ne reviendront pas, qui vont même accroître dans la durée. Il y a quand même une entreprise sur deux qui est attaquée, qui voit une baisse significative de son chiffre d'affaires. Il y a 30% des entreprises qui doivent licencier. Et puis, il y a 21 jours de temps d'arrêt moyen, quand même, après une cyberattaque. C'est ça qui est dur, et c'est ce qu'on disait un peu dans la partie précédente. C'est vrai que c'est des investissements qui rapportent rien, qui évitent de perdre quand même, jusqu'à 30% de son chiffre d'affaires quand on est attaqué. Mais c'est vrai que pour débloquer ces investissements, souvent le chef d'entreprise il aime bien investir en se disant tiens, je vais avoir du retour sur investissement. Là, le retour sur investissement, c'est éviter de perdre 30% de chiffre d'affaires. Mais une fois que ça vous est arrivé, j'imagine qu'après, il n'y a plus de problème à prendre ce genre de décision quand on est à la tête d'une entreprise. Alors ça, c'est évident. C'est pour ça aussi qu'il y a maintenant des cyberassurances aussi, même si c'est encore un petit sous-secteur, on va dire. Mais voilà, c'est sûr, et c'est à fond perdu. C'est clair. Et alors, oui, point faible. Voilà, point faible. Alors, le point faible principal, je dirais, c'est qu'il y a 0% de chômage dans la thématique cybersécurité. Alors, c'est très bien pour le marché de l'emploi. Dit, effectivement, le chiffre. Tout à fait. Je me souviens. C'est très bien pour le marché de l'emploi, mais une thématique qui manque de main-d'œuvre, évidemment, c'est pas très bien pour la qualité finalement. C'est quoi l'ampleur des besoins ? Vous avez encore en tête le chiffre ? Exactement, c'est 3 millions d'emplois qui sont non pourvus dans le monde. C'est ça. Donc voilà, on cherche quand même beaucoup d'ingénieurs en cybersécurité. Donc il y a une crise de croissance, quoi. De ce point de vue-là, il n'y a pas assez de main-d'œuvre et de matière grise, entre guillemets, pour satisfaire toute la demande de ce point de vue-là. Alors très rapidement aussi, deuxième point faible, c'est les acteurs de la cybersécurité qui peuvent être plus innovants que les hackers. Et puis troisième point faible, la hausse des taux, parce que évidemment, c'est pas tout d'avoir des perspectives économiques. Les perspectives économiques, elles explosent, mais le potentiel boursier, il est lié à la hausse des taux. Qu'est-ce qu'on peut dire du gisement de l'univers de fonds investissables selon vous ? Il y a toujours une petite sélection que vous nous apportez de ce point de vue-là, Ronnie. Absolument. Il reste 30 secondes. Tout à fait. Alors, on peut dire déjà qu'il y a plus d'ETF que de fonds sur cette thématique. Alors, en premier lieu, l'ETF iShares Digital Security. Il est très représentatif, une bonne retranscription de la thématique. Il est très diversifié, il a plusieurs secteurs qui le composent. Et donc, c'est un ETF qui est assez intéressant pour aller jouer la thématique de manière large. Sinon, il y a le Wisdom Tree Cybersecurity. Il est un peu plus concentré sur la tech, mais ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a une approche ESG, et il est article 8 SFDR. Et enfin, si vous voulez un gérant physique, il y a Allianz qui a lancé récemment un fonds sur la cybersécurité. Il est très tilté sur la tech US. Tout dépend de ce que vous voulez mettre en portefeuille. Gestion active, gestion passive. Il y en a pour tous les goûts. Après, vous avez bien conscience qu'effectivement, c'est un secteur tech, et qui dit tech dit... Absolument. Dit marché américain, en premier lieu en tout cas. Tout dépend de ce qu'on a dans le portefeuille. Bien sûr. Merci beaucoup Ronnie. Ronnie Michali avec nous pour traiter de ces sujets thématiques régulièrement dans Smart Bourse, le président de Galilée Asset Management.